Le laboratoire, situé en plein centre-ville de Wuhan, à proximité d'un marché local d'animaux, qui est au cœur de l'enquête américaine. Les États-Unis n'excluent pas que le coronavirus, bien que d'origine naturelle, provienne de cet institut de virologie et se soit donc échappé à cause d'une erreur humaine. Une information qu'il faut prendre avec prudence. C'est un laboratoire qui contient des substances hautement contagieuses. Nous le savions, nous savions qu'ils travaillaient sur ce programme. Beaucoup de pays ont des programmes comme celui-ci. Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé. Selon plusieurs médias américains, l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté à plusieurs reprises sur les mesures de sécurité insuffisantes dans ce laboratoire qui étudiait le coronavirus sur les chauves-souris. Dans cette hypothèse, le patient zéro pourrait être un employé du laboratoire qui aurait propagé le virus dans la population après avoir été accidentellement contaminé. Des accusations sans fondement pour la Chine. Le responsable de l'OMS a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune preuve que le coronavirus est originaire du laboratoire. De nombreux experts pensent aussi que les soi-disant fuites du laboratoire n'ont aucune base scientifique. Les experts ont pour l'instant découvert que le Covid-19, proche d'un virus présent chez les chauves-souris, aurait muté et se serait transmis à l'une des espèces vendues sur le marché de Wuhan avant de contaminer des humains.
Très bien, donc un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante. Les Chinois, qui sont ceux qui vont le plus vite, qui sont les plus pragmatiques, plutôt que de chercher un vaccin ou une nouvelle molécule qui soigne le coronavirus, on fait ce qu'on appelle du repositioning, c'est-à-dire tester les molécules qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont sans problème de toxicité, pour les tester contre leur nouveau virus. Ils l'ont testé contre leur nouveau virus, ils ont trouvé, comme ça avait été trouvé sur le SARS et oublié, que sur leur nouveau virus, leur nouveau corona, la chloroquine est active in vitro. J'avais été interviewé par la télévision chinoise, on m'a demandé le conseil que je donnais aux Chinois et ce que j'attendais des Chinois, que je considère comme les meilleures équipes de virologie au monde. Je leur ai dit, j'espère que très très vite, les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine sur les coronavirus, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus, avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes, la moins chère. Et donc c'est pas la peine de s'exciter, il faut travailler. C'est pas la peine de s'exciter, de promettre les vaccins dans 10 ans, il faut travailler, voir les molécules potentiellement actives et qui sont immédiatement disponibles sur le marché. La seule chose que je vous dis, faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. Vous partagez l'avis de Dominique Seux sur, on a dit 15 jours, mais... Ça va probablement durer plus longtemps. Ouais. Je vais juste dire un mot, parce que Jérôme Salomon a parlé d'hydroxychloroquine, ce médicament. Même si les données sont préliminaires, il y a quand même des données solides en Chine, des préliminaires en France. C'est le seul médicament aujourd'hui qui est disponible pour les malades. Malheureusement, la pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd'hui que c'était en rupture de stock totale, que les stocks avaient été pillés. C'est lamentable. Et on a pillé. Oui, oui, les armoires ont été dévalisées. C'est les mails qu'on a reçus aujourd'hui. Donc où ça a été volé, pillé? Je ne sais pas, dans les différentes stocks des pharmacies hospitalières. Et malheureusement... vous avez dit que donc ça fonctionne, ce médicament? Ça fonctionne. Il y a des préliminaires qui disent que c'est encourageant, que ça fonctionne probablement. Je suis très prudent parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas, mais enfin, il y a des données avec des études virologiques qui semblent montrer que c'est vrai. Les autorités chinoises ont communiqué en disant qu'ils avaient une confirmation avec un rassemblement d'experts chinois autour de ça. Je ne dis pas que c'est le médicament miracle, mais ils ont été on nous a annoncé des médicaments antiviraux super. Il y en a le Caletra, maintenant on nous a dit qu'il ne marchait pas. D'autres qui doivent venir, d'autres laboratoires pharmaceutiques, on peut pas les avoir aujourd'hui. Donc on n'a rien d'autre. On sait désormais que la chauve-souris, porteur sain du virus Ebola, son réservoir donc, ne souffre d'aucun symptôme. Mais elle contamine des fruits via sa salive ou ses déjections. Le singe, infecté à son tour, tombe lui rapidement malade et meurt. Si un chasseur découvre et découpe le cadavre, il peut se contaminer au contact du sang de son gibier. Mais la contamination peut aussi avoir lieu sans l'intermédiaire d'un singe. La viande de chauve-souris est aussi consommée. Au cours de la découpe, le virus peut passer directement de la chauve-souris à l'homme. Quelques jours après, le chasseur, malade à son tour, devient lui-même contagieux par simple contact avec ses proches. C'est le début de la flambée épidémique. La chauve-souris, réservoir des filovirus, Ebola et Marburg, mais pas seulement. Comme de nombreux chercheurs, les scientifiques du CIRMF travaillent désormais sur l'ensemble des autres virus qu'elles hébergent. En général, les virus ont des sites de réplication différents. Donc il y en a qui se répliquent au niveau du système nerveux, qui vont être transmis par exemple par la salive. Il y en a qui vont se répliquer au niveau du foie et de la rate. Il y en a qui vont se répliquer au niveau de l'intestin. Donc en fonction des agents pathogènes qu'on souhaite rechercher ou qu'on veut rechercher, on diversifie aussi les différents organes en privilégiant le tropisme. Combien de virus les chauves-souris hébergent-elles au juste? Et comment s'en protéger?
Nous avons essayé de trouver une méthode pour savoir combien de virus inconnus existaient. Nous sommes partis d'une espèce de chauve-souris d'Asie du Sud qu'on trouve au Bangladesh, sur laquelle nous avons prélevé des échantillons de façon continue. Nous ne cessions de découvrir de nouveaux virus, jusqu'à ne plus en découvrir, ou en tout cas de moins en moins. À partir de là, on a pu savoir combien de virus inconnus cette espèce particulière abritait. En extrapolant aux autres mammifères, nous avons tenté d'en déduire combien il en existait d'inconnus à la surface de la Terre. Et nous trouvons le chiffre de 300 000 virus encore inconnus. Predict, l'un des principaux projets de Peter Daszak, a obtenu le soutien du gouvernement américain. 75 millions de dollars pour l'anticipation des risques pandémiques. Preuve que la stratégie de prévention est prise très au sérieux outre-Atlantique. Les équipes de Peter Daszak collectent des échantillons dans le monde entier. Ils les envoient ici, à l'Université de Columbia, en plein New York. Hey Peter. Salut Peter. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, ce sont des échantillons qui proviennent du projet au Brésil. Génial, ils sont arrivés. Oui, des milliers. Vous avez découvert de nouveaux virus cette semaine? Oui, nous avons trouvé un nouveau virus de grippe chez des chauves-souris de Bolivie, vraiment génial. Et c'est le premier virus de grippe du projet, je crois. Chez des chauves-souris? Oui, des chauves-souris. Nous avons aussi découvert un nouveau rétrovirus, proche du VIH chez les singes dorés, et c'est super cool ça aussi. D'Afrique? Oui, d'Afrique. La prochaine pandémie mondiale pourrait se trouver dans ce réfrigérateur, en effet. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que nous nous focalisons sur des pays que nous considérons à risque et sur des espèces que nous considérons aussi à risque. Alors, parmi tous ces échantillons, il se peut tout à fait qu'il y ait là la prochaine pandémie. Pour qu'un virus puisse infecter une espèce, il doit être adapté à celle-ci. Chaque virus possède la clé pour entrer dans les cellules de sa victime. Quand un virus de poule se présente devant une cellule de poule, l'infection se déroule sans problème. Un virus de poule qui rencontre une cellule humaine ne peut en revanche pas faire grand-chose. L'infection est impossible. C'est ce qu'on appelle la barrière des espèces. Mais elle n'est pas inviolable. Le grand secret des virus, et en particulier celui de la grippe, c'est de pouvoir muter. Autrement dit, de pouvoir changer de clé. Des milliers de mutations ont lieu chaque jour, et dans l'immense majorité des cas, elles ne permettent pas au virus de franchir la barrière. Mais à force de muter, l'un d'entre eux peut trouver la clé. En parallèle des recherches sur le terrain et en l'absence de traitement, une course contre la montre a commencé pour développer des vaccins contre ces nouveaux virus. Aucun cas de MERS coronavirus n'a été notifié à l'OMS pendant le pèlerinage à la Mecque, mais il continue à tuer en Arabie Saoudite. La peur n'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est rester très vigilant. Car il semble que de nombreuses personnes soient infectées, mais ne développent aucun symptôme. Ces personnes ne vont donc pas à l'hôpital, mais peuvent transmettre à d'autres le virus. La conséquence pourrait être que le virus soit en train de se répandre partout dans le monde. Luis San Juanes est l'un des meilleurs spécialistes au monde des coronavirus. Son laboratoire est le plus avancé dans la recherche d'un vaccin contre le MERS coronavirus. Pour y parvenir, il faut réussir à atténuer sa virulence, sa dangerosité. Et pour le modifier ainsi dans les meilleures conditions, l'équipe de Madrid a choisi de recréer ce virus de toutes pièces, synthétiquement. Une performance que de plus en plus de laboratoires sont désormais capables de réaliser. Une technique qui pourrait être généralisée à toutes les grandes familles de virus, afin de fabriquer des vaccins le plus rapidement possible, dès qu'un nouveau virus émerge.
Imaginez un peu. Vous pourriez avoir une sorte de dépôt dépendant de l'Union européenne ou du gouvernement américain, où il y aurait une base et tous les outils déjà prêts pour fabriquer n'importe quel nouveau virus. 95% du travail pour fabriquer son vaccin serait déjà fait. Pour prendre les virus émergents de vitesse, certains scientifiques utilisent des méthodes beaucoup plus controversées. A very important development on bioterrorism to tell you about. Researchers have created a form of the deadly bird flu virus that can easily spread from person to person. There is growing concern that if terrorists got their hands on this information, they could create a virus that could kill millions of people around the world. Quelque part, dans cet hôpital hollandais, des chercheurs ont fabriqué fin 2011 un virus mutant de H5N1. Ce qu'on redoute que la nature fasse toute seule, que le virus change et devienne contagieux, ils l'ont fait ici, en laboratoire. Ils s'apprêtent à faire de même en ce moment pour le H7N9, le nouveau virus de grippe aviaire. Alors ici, vous avez dans ces compartiments des boîtes qui contiennent des ampoules. Et à l'intérieur de chacune d'elles, il y a des virus. Mais ceux qui sont dangereux pour les hommes ou les animaux, on ne les conserve pas ici. Je peux vous montrer aussi dans ces pièces à moins 20 degrés les boîtes qu'on garde. Alors ici, dans chacune de ces fioles, il y a du plasma. Ça permet de faire de l'archéologie des virus. Par exemple, pour quelqu'un né en 1857, vous retrouverez dans son sang les anticorps des virus qui circulaient en 1857. Et où conservez-vous les souches que vous avez fabriquées? Ah, le H5N1. Je ne vais certainement pas vous le dire. Si des gens voulaient s'emparer de ce virus, ils rêveraient d'avoir des renseignements pour le localiser. Alors si je vous le dis, vous le diffuserez dans votre programme et nous ne voulons évidemment pas les aider à mettre la main dessus. S'il est interdit de s'approcher des souches mutantes ou des laboratoires où ont lieu les expériences, et notamment celles réalisées sur des furets, l'animal qui sert de modèle, il est possible de rencontrer les hommes qui y travaillent. Dans la dernière publication, la transmission du H7N9 semble encore limitée. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive? C'est très limité encore, oui. Si tu devais faire une prédiction, tu dirais que vous y arriverez quand? Dans un an? Un an peut-être. Tu te souviens des premiers temps avec le H5N1? Tu avais travaillé dessus, non? Bien sûr, nous étions 3 autour de l'ordinateur à attendre les résultats. Lorsqu'ils sont apparus, on a immédiatement appelé le patron. On lui a dit « Ça y est, les résultats sont positifs, le H5 se transmet ». On s'est dit « Si ce truc s'échappe du labo, on va avoir un gros problème ». Oui, mais il en est hors de question. Bien sûr, c'est impossible. Ce virus que nous avons développé nous permet de tester les antiviraux actuels pour savoir s'ils seraient efficaces face à lui, avec l'espoir de pouvoir soigner les populations si ça se produisait. On fait ce genre de test grâce au virus mutant. Serions-nous capables de le tuer dans l'œuf si ça arrivait, ou au moins serions-nous capables de produire des vaccins en masse? Voilà ce que nous faisons comme recherche. Bien entendu, nous avons été critiqués et il faut être conscient que ce type de recherche soulève des critiques.
et que ça peut être dangereux si ce n'est pas fait dans les règles. Mais le risque que n'importe quel bioterroriste s'empare des résultats, qu'il reproduise notre virus en utilisant notre système, ce risque est nul. Il est impossible de refaire ces expériences si vous n'êtes pas virologue. En revanche, le bénéfice de ces recherches peut être immense et nous avons une obligation morale envers le monde entier de continuer. Ces arguments n'ont pas convaincu. De nombreux scientifiques se sont même mobilisés pour que cessent ces recherches. Un moratoire imposé sur ces travaux a fini par être levé par l'OMS l'an dernier. Ce que regrette Patrick Berch, spécialiste du risque bioterroriste. Moi, je suis extrêmement opposé à ce type d'expérience. C'est vraiment jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi rendre ultra contagieux un virus qui ne l'est pas et qui n'y arrive pas? S'il y avait un accident, un mort simplement dans un laboratoire, que dirait-on des chercheurs qui ont créé, à l'instar de Frankenstein, un monstre qui peut éventuellement entraîner une pandémie? C'est incompréhensible. Vive inquiétude en Grande-Bretagne après la découverte de 2 cas de variole à Birmingham. 200 personnes qui les avaient approchées ont été mises en quarantaine. This woman, Janet Parker, a medical photographer, died after being infected with smallpox virus, which had escaped from a laboratory refrigerator. Janet Parker est une jeune photographe d'une quarantaine d'années qui travaille juste au-dessus d'un laboratoire de haute sécurité où l'on manipule quotidiennement le virus de la variole. Et elle a été contaminée probablement par l'aération. Elle est morte au bout de 2 ou 3 semaines. Elle est morte de la variole. Elle a contaminé sa mère, qui a survécu, et son père, qui lui est mort subitement d'une crise cardiaque au bout du 3e ou 4e jour. Donc voilà un exemple d'accident. Il y a aussi eu des accidents avec le SRAS dans des laboratoires chinois. Donc les accidents dans les laboratoires de haute sécurité sont nombreux. On en dénombre près de 450 depuis 20 ou 30 ans. Les endroits où sont stockés le virus Ebola, le virus, etc., qui sont pratiquement inaccessibles, maintenant sont accessibles à travers des scientifiques d'un bon niveau qui sont capables, à partir de la séquence, de les resynthétiser entièrement. C'est compliqué à faire, mais c'est possible. Il n'y a plus de sanctuaire. Le problème reste de trouver comment le disséminer efficacement dans la population. Et ça reste un défi majeur. Il faudrait que vous parveniez à comprendre comment stabiliser ce virus pour qu'il ne se désactive pas au contact de l'environnement dans lequel il sera disséminé. Parce que rien que le soleil, par exemple, suffit à tuer un virus. Dans ces scénarios du pire, attaque terroriste ou pandémie mondiale, que faire si une maladie se répand d'un continent à l'autre? Le vaccin reste l'arme privilégiée par les autorités, mais encore faut-il qu'il soit accepté. Or, la pandémie de grippe A, H1N1, en 2009, a laissé des traces et considérablement accru la méfiance des populations envers les vaccins. On commence donc ce journal par les inquiétudes soulevées par la découverte d'un nouveau virus de grippe porcine. A new swine flu strain that is killing people across Mexico has pandemic potential, the World Health Organization says, but it may be too late to contain the sudden outbreak. The swine flu virus is now in Europe. The first case has been confirmed in Spain. The army has been handing out millions of face masks to help stop the spread of the virus. He tomado la decisión de suspender todas las actividades de los planteles públicos y privados de todos los niveles educativos, incluyendo las guarderías. Ce matin, nous avons 80 cas de grippe déclarés. Partie au printemps 2009 du Mexique, la grippe H1N1 a en quelques mois infecté les populations du monde entier. Le 11 juin, pour la première fois depuis 40 ans, l'OMS décrète la pandémie mondiale. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Dès l'instant où il y a eu
ce niveau 6 de déclencher, ça déclenchait effectivement l'achat des vaccins et les vaccinations. Fallait-il contester et ne pas répondre? La France ne pouvait pas se permettre de le faire. Les autres pays ont suivi aussi. Des campagnes de vaccination démarrent partout dans le monde. La France a prévu la couverture maximale, 94 millions de doses. C'est un grand classique des campagnes de vaccination, la ministre de la Santé piquée devant les caméras. Mais la population ne suit pas l'exemple de la ministre. Des médecins alertent sur la nocivité des adjuvants utilisés. D'autres sur le risque lié à cette fabrication industrielle précipitée. La confusion est totale. 5,6 millions de Français seulement se feront vacciner. L'opération coûtera un demi-milliard d'euros à la France pour qu'au final, H1N1 fasse moins de morts qu'une simple grippe saisonnière. Le risque pandémique est totalement discrédité. En Allemagne aussi, la campagne contre H1N1 est un échec. 5% seulement de la population s'est fait vacciner. Dès 2009, Wolfgang Wodarg dénonce une pandémie contrefaite. Il est alors président de la commission santé du Conseil de l'Europe. Selon lui, les experts savaient dès le départ que le risque était faible. Ils auraient avant tout favorisé la santé financière des laboratoires pharmaceutiques. On ne disposait pas, à ce moment-là en 2009, de données témoignant à la fois d'une morbidité importante et de la mortalité associée à une pandémie pour que soit atteint le stade 6 et que l'on déclare ce niveau d'alerte. Cela signifie que l'OMS avait ici le doigt sur la gâchette. Cette opération avait été préparée en amont. Elle avait été préparée de sorte que l'OMS n'ait plus qu'à dire « maintenant, c'est une pandémie », pour que les États qui s'étaient engagés à prendre une certaine quantité de médicaments, sous certaines conditions, le fassent. Attaqué notamment sur les liens incestueux entre ces experts et les laboratoires pharmaceutiques, l'OMS a fait son mea culpa. Des rapports d'évaluation ont été publiés, concluant à des difficultés structurelles et des carences, mais à l'absence de délit. Le risque, c'est qu'on se dise, bon, c'est grotesque, on arrête tout. On arrête tout, on supprime tout, il n'y a plus besoin de tous ces organismes. Même si on dit que ça a été ridicule, ne jetons pas tout ce qui a été fait, même si ça a été mal fait. Il faut que ça serve de leçon. Vittoria Colizza est peut-être l'une de celles qui s'est le moins trompée sur la pandémie de H1N1. Ces équipes de l'INSERM modélisent la propagation des infections en fonction des habitudes humaines au niveau mondial. Voyages en avion, déplacements journaliers, des milliards de données à collecter, comprendre et interpréter. Rodé au moment du SRAS, le modèle a fait ses preuves durant la grippe H1N1. Ils ont pu prédire pays par pays sur ces cartes la semaine de pic de l'épidémie. Et ils ont appliqué ce modèle au MERS coronavirus, qui sévit actuellement au Moyen-Orient. Les résultats montrent que pour le MERS, le nombre de cas est certainement 7 fois plus important que nous ne le pensons. Le modèle montre aussi quelles sont les autres régions susceptibles d'être à risque. Nous avons indiqué les probabilités sur cette carte. On a calculé cela notamment à partir du trafic aérien entre cette région, où se trouve la source du virus, et le reste du monde. Nous pouvons aussi travailler en temps réel. C'est un mode de fonctionnement plus complexe. Nous pouvons alors, par exemple, prédire quand l'épidémie arrivera dans un pays donné, comment l'épidémie se propagera dans le pays. Et, à partir de la première ville atteinte, prédire quelles seront les autres villes qui seront probablement touchées. À partir de là, on peut étudier quelle sorte d'intervention est possible, ce qui est faisable pour tenter de contrôler cette épidémie. Désormais, le modèle tente de faire ses preuves avec les animaux réservoirs à virus, comme les chauves-souris, afin de pouvoir suivre leur maladie et un jour tenter d'anticiper les transmissions aux hommes.